Écoutez, bonjour à tous. Des matins, je suis heureux de vous accueillir ici à l'Académie d'agriculture pour notre, entre guillemets, petit déjeuner Thérétique ECFM. Je voudrais d'abord remercier le président et le secrétaire perpétuel de l'Académie de bien nous recevoir, d'une part, et d'être présent aussi, ça c'est important pour nous, de pouvoir participer à ce petit déjeuner. J'accueille aussi Marie-Hélène Aubert, mais je vais la présenter rapidement, et Stéphane Lemoy, qui nous fait l'honneur et le plaisir de remplacer Philippe Vincent. Toutes les promotions sont possibles, hein, bien sûr. Voilà. Mais pour aujourd'hui, Philippe Vincent a été retenu dans une réunion qui n'était pas prévue ou qui a été changée de date. Et Stéphane le remplace, je vais le présenter tout de suite. Juste quelques mots pour présenter dans quel contexte nous sommes ici, pour ceux qui viennent pour la première fois, et en particulier nos invités. Depuis maintenant 5 ans, Thérétique, une association qui s'occupe de la relation entre l'agriculture, l'alimentation et la faim dans le monde et les évolutions sociologiques, organisait à peu près 5 à 6 fois par an un petit déjeuner sur des sujets qui touchent ces sujets-là. Alors, ça va depuis les sols, l'académie comment il s'appelait maintenant, je cherche son nom maintenant, tant pis, et puis jusqu'à Hubert Védrine, qui est venu aussi ici pour parler de comment, dans les grandes négociations internationales, l'aspect alimentation, à un certain moment, il voyait comment ça se passait. D'ailleurs, quand je lui avais demandé, il m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte là-dessus ?» Et ça a été très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que tout ça, c'est très lié les uns avec les autres. Et puis, Thérétique va s'arrêter progressivement, mais nous avons remis en place, dans le cadre de la relation avec les instances de Rome, FAO, PAM et FIDA, une association que présidait Jacques Godefrin auparavant, et j'en étais un des vice-présidents, qui s'appelait à ce moment-là Alliés contre la faim et la malnutrition, et qui s'appelle aujourd'hui Ensemble contre la faim et la malnutrition, ça n'est pas une association supplémentaire pour agir directement, mais notre mission avant tout, nous, c'est de faire à la fois du plaidoyer, de la communication et de la formation autour de ces questions de l'alimentation et surtout du manque d'alimentation. Mais on peut aussi aller sur la qualité vue par l'aspect national, hein, puisque les associations telles que les banques alimentaires, les restaurants du cœur participent avec nous, à l'aspect international où des associations comme FERT plus particulièrement ou AFDI participent avec nous, mais c'est très très ouvert. Nous avons aussi voulu ouvrir cette association aux établissements scolaires, en particulier de l'agriculture et de l'agroalimentaire, avec les lycées et les écoles d'ingénieurs. Donc je dis souvent, mon slogan, c'est de dire quelle est votre mission ? Ben, notre mission, c'est de parler, de faire parler du débat sur l'alimentation et en particulier du manque d'alimentation dans le monde quand la télévision arrête d'en parler. C'est-à-dire que la télévision, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on vous fait des émissions sur 3 jours, et puis au bout de 3 jours, les enfants continuent à mourir. Les personnes qui travaillent aux œuvres caritatives continuent à travailler, et puis on n'en parle plus. Ben, notre mission, nous, c'est de faire en sorte qu'on maintienne cette pression d'information, pression auprès de l'opinion publique, auprès bien sûr des gouvernants, pour essayer à la fois de comprendre et de le développer. Pour 2015, nous avons un conseil d'administration tout à l'heure, donc je vous donne un peu les conclusions qu'on a préparées. Alors elles ne sont pas complètement définitives, mais ce sur quoi nous allons travailler. Nous allons travailler d'abord à remettre en place ce qui s'appelait le prix Thérétique des lycéens, c'est-à-dire qu'il y avait 70 lycées qui ont travaillé à lire et à faire des commentaires sur des livres autour de cette problématique tous les ans. Donc il y a un prix qui va être lancé en lien avec les établissements du ministère de l'Agriculture, le CNEAP, l'UNREP et les maisons familiales. Nous allons aussi travailler avec les écoles d'ingénieurs, puisque nous avions un deuxième prix qui était le prix des lecteurs, en lien aussi avec les écoles d'ingénieurs, que ce soit les écoles de type privé comme Beauvais, dont je salue un des représentants ici, ou AgroParisTech, donc le développer et donc le remettre en place. Deuxième chose, nous avons décidé cette année, ou nous allons décider de façon définitive mais matériellement plus précise, de travailler en lien avec le grand débat sur le climat qui va avoir lieu, enfin qui va pas avoir lieu parce qu'il a déjà lieu, mais dont les conclusions positives, je l'espère, auront lieu à la fin de l'année. Et donc notre pari,
pour tous les petits déjeuners, ça va être de voir comment l'alimentation et l'agriculture est concernée par l'évolution du climat. Donc aujourd'hui, on va avoir une présentation plus globale, comme on est intéressé. On envisage d'avoir une séance sur la gouvernance, comment tout ça est gouverné, sur les sols, sur l'eau, sur le climat. Et donc, pour arriver au mois de juin, ce que nous souhaitons, de faire un petit document pour rassembler tout ça, document qui sera aussi amélioré par les étudiants ou les lycéens ont la parole. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les lycées que j'ai évoqués tout à l'heure, les écoles d'ingénieurs, pour qu'ils nous fassent remonter comment eux, avec leur information, ils apprécient ces choses-là. Et donc, ces documents-là, nous pourrons le faire à ce moment-là. Et puis, bon, comme le ministère, le gouvernement, en lien avec le Salon de l'agriculture, est en passe de mettre en place un colloque au moment du Salon de l'agriculture, nous sommes volontaires pour accompagner cette démarche-là. Donc voilà un peu le travail qui est fait. Donc juste redire aussi que nous sommes en train de remettre en place le site internet que nous avions, et donc dans les jours qui viennent, mais vous aurez tout ça, on va vous envoyer un courrier à tous ceux qui sont ici, mais à tous ceux qui sont invités dans les jours qui viennent. Je vous le rappelle, les petits déjeuners sont gratuits, mais nous demandons à ce que les gens s'inscrivent. Vous comprenez pourquoi? Parce que la salle est quand même limitée. Donc on peut à peu près, monsieur le secrétaire perpétuel, une petite centaine. Nous étions 98 inscrits aujourd'hui. Donc, comme il y a toujours un abattement à peu près de 20% parce que c'est gratuit, donc c'est toujours comme ça dans les structures. Quand on fait payer, les gens viennent. Quand on ne fait pas payer, il y a des gens qui disent « Oh, je ne peux pas y aller ». Donc, nous maintenons la gratuité. Mais par contre, dans le courrier que je vais vous envoyer ces jours, on vous proposera, pour ceux qui veulent, mais ça ne vous interdit pas de venir au petit déjeuner, la cotisation de base à l'ECFM, qui est de 50 € par an, 150 € pour les associations, mais à votre bon cœur, messieurs, dames, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et comme il y a aussi des jeunes étudiants qui sont ici, on peut tout à fait aussi voir avec les jeunes étudiants la minoration de la cotisation pour qu'ils puissent y participer. Donc voilà ce que je voulais vous dire globalement sur ce que nous faisons. Donc nous travaillons de façon pas, j'allais dire, je remercie Jean-Marie et puis Daniel qui sont un couple de bénévoles à la retraite qui font fonctionner la maison, ainsi qu'Alice qui me donne un coup de main pour pouvoir organiser tout ça. Nous sommes vraiment en chantier d'organisation. Voilà. Ah oui, alors donc on me fait signe, vous voyez que le bénévolat fonctionne bien, de ne pas oublier de rallumer, comme on dit, vos portables lorsque vous sortirez d'ici dans 1h20. Voilà. La règle, c'est qu'à 10h, pile, tout est terminé, et jusqu'ici, on respecte, je suis assez respectueux des dates. Alors, comme vous le voyez, en lien avec l'Académie, nous enregistrons ce qui est dit. Pour le bien interne, pour l'instant, l'Académie est beaucoup plus engagée que nous dans ce cadre-là, puisque avec l'enregistrement, on peut se connecter. Mais nous, on verra ça, si on fait ça plus tard, on verra dans ce cadre-là. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai demandé à Marie-Hélène Aubert et donc à à Stéphane Lemoine de nous parler du débat sur l'environnement. Marie-Hélène arrive tout directement de Lima, donc elle est vraiment en plein dedans. On regarde de l'agriculture et de l'alimentation. Puisqu'on parle du climat, la pire des choses pour nous, ce serait de parler du climat et d'oublier quand même les conséquences directes sur l'agriculture pour ceux qui y travaillent, mais sur l'alimentation pour tous ceux qui consomment tous les jours. Parce que cette évolution-là, même insidieusement, elle a quand même des réactions et des évolutions très très importantes. Donc, ils vont faire à tous les deux interventions préliminaires sur le climat et sur l'alimentation autour de cela. Chacun à peu près 20 minutes. Et puis ensuite, nous avons le temps qui nous reste pour questions, réponses, échanges. Et je tirerai quelques conclusions par la suite. Alors, juste pour les présenter, Marie-Hélène Aubert, qui est donc à ma gauche, est une femme politique française qui... Alors, elle est payse avec moi, puisqu'elle est née à Nantes. Elle a fait formation à Tours. Elle a travaillé dans le cadre de l'AEI, l'agriculture écologiquement intensive, avec Michel Griffon, et donc nous-mêmes on y était. Mais elle a été aussi élue députée européenne.
en particulier dans l'Europe Écologie Les Verts, pour cette région et ces départements. Donc elle a travaillé beaucoup autour de l'environnement comme élue, mais aussi comme professeure et comme engagée. Et aujourd'hui, elle est conseillère à la présidence de la République pour les affaires autour du climat. Peut-être qu'elle le dira mieux que moi si il le faut. Donc voilà pour Marie-Hélène, que je remercie encore une fois d'être avec nous. Et puis Stéphane Lemoine, qu'on se connaît aussi depuis quelque temps, qui sévit toujours au ministère de l'Agriculture en tant que directeur adjoint de cabinet de Stéphane Le Foll, mais qui a travaillé beaucoup dans les aspects internationaux au niveau du ministère. Et donc moi j'ai été en lien assez permanent avec lui lorsque j'étais à la FAO. Il s'occupait des affaires européennes, en particulier dans le cadre de la DGPAT, le service international à l'époque. Et donc aujourd'hui, il est directeur adjoint du cabinet de Stéphane Le Foll. Donc deux personnes qui sont à la fois dedans aujourd'hui, mais qui ne sont pas dedans parachutées. Ils sont là tout à fait par leur carrière qui a été celle qu'ils ont connue aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite la parole. Sur votre présentation, vous rajoutez, si vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, qui serait important, parce que je dois bien en avoir oublié beaucoup qui ne sont pas forcément très importants. Et puis, on se met 20 minutes, et puis vous voyez l'un et l'autre. Merci. Marie-Hélène, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation, à laquelle j'ai répondu avec plaisir. Alors, je ne vais pas en rajouter dans la présentation. Simplement dire que les questions d'agriculture et d'alimentation me font partie de mon travail depuis des années, par conviction personnelle, par intérêt, parce que je pense que c'est des sujets majeurs, et aussi parce que j'ai toujours cherché, dans mon parcours, à concilier donc, les enjeux de l'agriculture, de la production, et les enjeux environnementaux. Et comme vous le savez, ce n'est pas toujours très simple. Mais néanmoins, ça me paraît quelque chose de capital pour assurer la pérennité justement de nos systèmes de production agricole et donc de l'alimentation dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais engagée pleinement dans la création de l'Association pour une agriculture écologiquement intensive, avec Michel Griffon, Bruno Parmentier et beaucoup d'autres, dont aussi l'association Terretic, c'est responsable. Donc, pour paraphraser une expression bien connue, je ne suis pas venue ici par hasard. Voilà. Aujourd'hui, donc, je suis au cabinet du président de la République, membre de la cellule diplomatique, et donc en charge des négociations internationales sur le climat et l'environnement, et donc chargé du suivi et de la préparation de ce qu'on appelle la COP 21, c'est-à-dire la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, Conference of Parties, c'est pour ça que ça s'appelle COP, qui aura lieu donc du 30 novembre au 11 décembre 2015 sur le site du Bourget, l'année prochaine. Donc, c'est un rendez-vous majeur. Cette convention internationale sur le climat donc, est issue en fait du sommet de la Terre qui a eu lieu en 1992. La convention a commencé en 1994. Et donc en 2015, on sera dans la 21e. Elle se réunit tous les ans. Elle n'avance pas très vite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais 2015 est un enjeu majeur. Ce ne sera pas une COP comme les autres. Pourquoi ? Parce que, pour ceux qui suivent ce dossier, en 2009, lors de la conférence de Copenhague, vous vous en souvenez peut-être, la négociation a échoué, n'a pas débouché. Elle a eu beaucoup de mal à reprendre. Mais lors de la conférence climat de Durban en 2011, il a été décidé que la communauté internationale se mettrait d'accord en 2015 pour un accord universel, c'est-à-dire qui engage tous les pays de la planète sur la question climatique. C'est-à-dire on essaie de passer plus exactement, d'une vision de l'accord climatique qui s'appuie sur une division nord-sud très importante, c'est-à-dire les pays développés qui ont effectivement
logiquement une part de responsabilité importante dans les émissions de gaz à effet de serre, font l'essentiel des efforts, c'est d'ailleurs toujours le cas, et les mêmes pays développés accordent aux pays en développement une aide substantielle, financière, mais aussi en termes de transfert de technologie ou autre. Tout ça est acté dans la négociation climatique pour aussi leur permettre de s'adapter ou leur permettre de réduire leurs propres émissions. Mais en 20 ans, le monde a changé. Et c'est difficile de considérer, par exemple, que la Chine a la même problématique que le Mali ou le Pérou, où nous étions la semaine dernière. Donc cette question de la différenciation entre les différents pays, leur part de responsabilité, est un des enjeux de cette négociation et un des enjeux difficiles. Donc nous revenons de la conférence de Lima, donc la 20e conférence sur le changement climatique, qui a failli achoper là aussi, et sur un texte de négociation que les pays en développement ont rejeté dans un premier temps parce qu'ils estiment que les pays développés ne tiennent pas leurs engagements, pas suffisamment en tout cas, et qu'eux veulent véritablement que les promesses faites soient tenues, aussi bien en termes de soutien, en termes d'engagement de la part des pays développés qu'en termes de financement. Donc je dis cela parce que, à l'évidence, le réchauffement climatique a un impact considérable sur l'agriculture. Je ne vais pas m'y étendre parce que c'est très documenté, que ce soit à travers les rapports des scientifiques du GIEC ou à travers les multiples études et rapports de la FAO notamment sur l'impact du réchauffement climatique sur les questions agricoles et sur les questions de sécurité alimentaire. Donc on se trouve dans une situation difficile puisque les scientifiques donc montrent que vont se multiplier des événements météorologiques extrêmes qui vont être plus fréquents et plus intenses. Sous deux aspects, sous les aspects sécheresse et canicule, qui ont évidemment un impact très lourd sur la production agricole, sur la capacité même à pouvoir cultiver et produire, mais dans l'autre sens aussi, à travers des pluies torrentielles, des tempêtes, des typhons qui provoquent des inondations extrêmement importantes et qui là aussi compromettent la capacité des régions impactées à poursuivre leurs activités en matière d'élevage ou de culture. Il ne faut pas penser que tout cela concerne les parties éloignées de la planète, que nous sommes à l'abri. Non. On voit déjà sur le territoire européen et en France des impacts de ce réchauffement climatique est important. Certaines régions de notre pays ont déjà fait des études et des rapports en matière agricole sur cet impact et la façon d'y faire face. C'est le cas de l'Ouest, de la Bretagne, mais c'est le cas aussi de l'Aquitaine, qui a mené une étude globale sur l'impact du réchauffement climatique dans sa région, où la question agricole tient une part importante. Impact sur les sols, impact sur les cultures végétales, impact sur l'élevage, impact aussi sur la biodiversité, sur aussi l'évolution de parasites, de maladies qui aussi sont impactés par cela, qui bougent. Bon. Dans le domaine de la viticulture, c'est sans doute le secteur qui s'est très tôt, pour des raisons qu'on peut comprendre à l'évidence, mobilisé. Les choses changent énormément. La date des vendanges est très avancée. Le taux d'alcool aussi des vins augmente, ça pose des questions et des problèmes. Les territoires délimités par les appellations d'origine évoluent, ça pose beaucoup de questions à la viticulture, qui est un des piliers de nos productions en France. On a vu dans le sud-est récemment aussi des impacts très lourds. Alors évidemment, c'est difficile de dire que tel épisode cévenol est plus lié au changement climatique que d'habitude, mais ce qui est avéré, notamment cette année, c'est que ces épisodes se sont répétés de façon exceptionnelle, on constate que l'exceptionnel devient habituel. Donc ces épisodes se sont répétés et aussi avec une intensité accrue.
Autrement dit, toute cette région du bassin méditerranéen, d'ailleurs, qui sera très touchée par le réchauffement climatique. Nous-mêmes, nous sommes impactés. Et on n'est plus dans la rubrique faits divers, c'est-à-dire un épisode météorologique extrême qui impacte une micro-région, mais on est dans un phénomène qui impacte lourdement les capacités, pas seulement de l'agriculture d'ailleurs, de nos activités humaines et économiques en général, à assurer leur pérennité. Donc j'en reviens à la négociation. Cet impact sur l'agriculture et les capacités de production agricole est très lourd dans les pays en développement en particulier. C'est hélas l'ironie de l'histoire, c'est que les pays qui sont le moins responsables dans les émissions de gaz à effet de serre sont pour la plupart les plus impactés par le réchauffement climatique. Et donc que ce soit sur le continent africain ou le continent sud-américain ou en Asie du Sud-Est par exemple, eh bien effectivement la question de la capacité à produire de l'alimentation est très sérieusement compromise par la désertification, par de grandes sécheresses, par des inondations, par des impacts très lourds. Et ce, dans un contexte où la population mondiale continue à croître, en particulier dans ces pays, et qu'il faut effectivement que ces pays puissent produire une alimentation pour ces populations croissantes et que nous puissions les y aider. Donc on est dans une équation, le réchauffement climatique pose une équation redoutable pour la capacité des systèmes agricoles du monde entier à produire l'alimentation suffisante et en qualité pour l'ensemble de nos populations. Alors, cette question donc, de l'avenir de l'agriculture et de la production et de l'alimentation, notamment dans les pays en développement, est une question aussi qui est inscrite dans l'évolution de la négociation climatique. Dans la négociation elle-même, on parle beaucoup de réduction de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Et donc l'Union européenne, par exemple, s'est engagée récemment à réduire encore ses émissions de gaz à effet de serre de moins 40% à l'horizon 2030. Mais il y a une autre partie qu'on appelle l'adaptation dans la négociation, c'est-à-dire la capacité de l'ensemble de nos pays à s'adapter à la nouvelle donne climatique. Jusque-là, la question adaptation a eu de la place, mais peu de place, à vrai dire, dans la négociation, parce que aussi on estimait que si on s'intéressait tout de suite à l'adaptation, on allait considérer que finalement on se mettait devant le fait accompli et que l'enjeu essentiel était de s'adapter et non pas de s'attaquer aux causes du phénomène. Maintenant, cette question de l'adaptation est montée en force dans la négociation. Ça a été un des points d'achoppement aussi de la discussion à Lima, puisque notamment les pays en développement exigeaient qu'on donne beaucoup plus de place et de financement à cette question d'adaptation, parce qu'eux-mêmes, ils sont touchés ici et maintenant. Quand vous avez des régions et des territoires entiers qui sont confrontés à de telles situations, les objectifs d'atténuation à 2050, si vous voulez, c'est très important, mais enfin, ça ne résout pas leurs problèmes d'aujourd'hui. Donc cette question de l'adaptation est montée en force dans la négociation et est devenue aussi, avec la question de la différenciation entre les pays et de leurs responsabilités, une pierre d'achoppement dans la négociation. Ça veut dire que l'accent aussi doit être mis davantage, pas seulement sur des feuilles de route très abstraites mais nécessaires, sur des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également sur des enjeux très concrets de mise en œuvre de bonnes pratiques, d'évolution de nos systèmes de production et de consommation pour faire face à cet enjeu planétaire. Ce qui fait aussi la spécificité du réchauffement climatique pour la communauté internationale, c'est que c'est un enjeu qui touche tout le monde. Quand la Chine ou les États-Unis, qui sont les deux grands premiers émetteurs, émettent des volumes de gaz à effet de serre, et de gaz carbonique en particulier, mais pas seulement, ça touche tout le monde, ça ne s'arrête pas à leurs frontières. Donc le climat global de la planète, il est impacté, il est le fruit aussi de ce que nous faisons partout sur la planète, sans considération de frontières nationales. C'est ce qui rend aussi cet enjeu particulièrement nouveau dans les problématiques de la communauté internationale, qui en général s'attachent à soit à des conflits qui touchent telle ou telle région du monde, tel aspect géostratégique,
opérations de maintien de la paix, etc. Enfin bon, là, on est sur quelque chose qui implique les 196 pays membres de la communauté internationale qui sont, lors des discussions climatiques, autour de la table. Tous, et chacun avec une voix. Autrement dit, la voix des pays en développement, la voix des territoires insulaires, même si c'est quelques centaines de milliers d'habitants, eh bien, elle vaut, et je dirais, et c'est tant mieux, elle vaut celle des États-Unis, la Chine ou de l'Europe. Donc ça donne une configuration à ces négociations très particulière, et en même temps tout à fait passionnante, parce que ça nous renvoie aussi à la problématique globale du modèle tels qu'ils sont aujourd'hui mis en œuvre partout sur la planète, quel modèle de développement pour demain. Et dans le même temps que la négociation climatique, se tient une autre négociation dont on parle moins, mais qui est très importante, qui est celle qui concerne les objectifs de développement durable. Et donc en septembre 2015, il y aura une autre grande conférence des Nations Unies sur ces objectifs de développement durable qui vont prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement et qui eux-mêmes seront mis en application en même temps que l'accord climatique. Donc il y a une interaction entre ces deux problématiques, objectifs de développement durable. Alors pour les objectifs du millénaire pour le développement, pour vous donner, c'est notamment la lutte contre la malnutrition et la faim. Hein. Donc l'alimentation est partie cruciale des objectifs de développement durable. Et l'objectif climatique, donc évidemment, impacte tout cela. Donc il y a des discussions aussi croisées au sein de la communauté internationale à l'heure actuelle entre toutes ces questions de lutte contre la pauvreté, où sont évidemment très présentes les questions de nutrition et d'alimentation, mais aussi de santé, d'éducation aussi des petites filles en particulier, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Enfin, tous ces objectifs-là. Mais ces objectifs qui étaient donc très sectorisés vont devenir des objectifs universels qui ne vont pas s'adresser simplement aux pays de développement, mais à l'ensemble des pays de la planète, sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et le climat fait partie aussi de ces enjeux. Donc au-delà de la question climatique, on n'est pas simplement dans le bas carbone, c'est-à-dire comment on fait pour que nos systèmes de production de consommation actuels, nos activités humaines réduisent leur part d'émissions de gaz carbonique. Ce n'est pas simplement ça. C'est, ce faisant, comment on fait évoluer l'ensemble de nos modes de production et de consommation pour qu'ils soient beaucoup plus soutenables et durables en général, et pas seulement sur l'aspect gaz carbonique. Alors l'agriculture, là-dedans, joue un rôle considérable dès le départ. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les forêts, et la forêt est très présente dans la négociation, à travers un processus, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle REDD, et REDD+. La forêt étant un des poumons de la planète, évidemment, elle absorbe énormément de gaz carbonique. Donc c'est très important de maintenir sur la planète des forêts qui soient en mesure d'absorber notamment le gaz carbonique, mais elle en produit également. L'agriculture aussi contribue aux émissions de gaz à effet de serre à des niveaux très différents selon les régions du monde, mais avec une particularité, c'est qu'elle émet du méthane, notamment à travers les élevages. Et le méthane est émis en beaucoup moins grande quantité que le gaz carbonique, mais il a une particularité, c'est qu'il est beaucoup plus réchauffant, 4 fois plus réchauffant. Donc c'est un vrai sujet. Alors l'agriculture elle-même n'est pas partie de la négociation, c'est-à-dire que dans la négociation climatique, on ne dit pas l'agriculture elle doit faire ceci, elle doit faire cela, il n'y a pas de prescription contraignante dans la négociation climatique à ce stade. En revanche, il s'est créé depuis quelques années un groupe de travail spécialisé sur les questions agricoles qui réunit les grandes puissances agricoles du monde et notamment la France. Donc la France est partie prenante, mais Stéphane en parlera peut-être davantage que moi, est partie prenante de ce groupe de travail avec la Nouvelle-Zélande, avec le Brésil, avec des grandes puissances, les États-Unis bien sûr, qui ont une puissance agricole réelle et qui veulent s'emparer aussi de cette question du réchauffement climatique, de ses impacts, à la fois pour réduire les émissions du monde agricole en général, et aussi montrer que l'agriculture est partie de la solution. L'agriculture, elle émet des émissions de gaz à effet de serre comme
les secteurs des activités humaines, transport, industrie, logement, etc., sont tous des activités émettrices, mais elle est aussi une part importante des solutions à mettre en œuvre. Et j'en viens là maintenant. La France a une vision pour l'organisation de la COP21 qui tente de faire de l'enjeu climatique non pas une contrainte imposée d'en haut qui est perçue par beaucoup de secteurs d'activité, par beaucoup de pays, notamment les pays émergents, comme un frein à leur croissance et à leur compétitivité, mais au contraire comme une opportunité à saisir pour rendre nos systèmes de production beaucoup plus compatibles avec l'environnement global et nos ressources naturelles, la problématique de l'eau en particulier, et une opportunité de nouvelles activités, de nouveaux développements, de nouveaux emplois et de nouvelles productions aussi en quantité et en qualité de par le monde. C'est pour cela que nous proposons, et d'ailleurs avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avec la négociation climatique, ce qu'on appelle un agenda des solutions, un agenda positif. Alors ce n'est pas des mots en l'air, c'est déjà du concret. Par exemple, lors du sommet organisé par Ban Ki-moon à New York le 23 septembre dernier, ont été présentées une série de plateformes thématiques organisées par des plateformes multi-acteurs, c'est-à-dire pas seulement des acteurs étatiques et gouvernementaux, mais aussi des acteurs non étatiques, et notamment les acteurs du monde agricole. Donc il y a une plateforme thématique assez riche qui concerne l'agriculture et la forêt. Et de ce fait, il y a toute une effervescence d'initiatives qui vont avoir cours pendant 2015, à commencer par le Salon de l'agriculture en France. Il y aura effectivement une conférence à laquelle nous travaillons la veille, mais qui sera l'occasion aussi de montrer toutes les initiatives du monde agricole dans toute sa pluralité pour faire face à ces enjeux, que ce soit en matière énergétique, que ce soit en matière d'évolution de l'alimentation, de l'élevage, d'évolution des cultures, des modes de culture, des pratiques, de la réduction de l'utilisation des énergies fossiles dans le monde agricole, la chimie végétale, enfin il y a de multiples choses. Et ça doit être aussi une occasion de montrer que les solutions existent, que des opportunités existent, encourager recherche et développement, aider aussi et soutenir l'ensemble des agriculteurs sur le terrain, très innovants, qui développent des solutions adaptées à leur région. Parce qu'il n'y aura pas une solution ou un modèle qui va être la solution pour tout le monde partout sur la planète. Non, chaque région du monde, avec ses spécificités, son écosystème, sa culture dans tous les sens du terme, doit aussi inventer les solutions les plus adaptées à sa situation donnée. Donc il y a d'une part la négociation climatique qui suit son cours, qui est pour l'instant gérée exclusivement par des acteurs gouvernementaux, mais il y a aussi tout l'agenda mené par les acteurs non étatiques qui est très fort aujourd'hui et qui prend de plus en plus de part, en tout cas qui souhaite prendre de plus en plus de part dans la négociation elle-même. Et c'est un des enjeux de l'accord de 2015. Comment on va faire pour articuler une négociation entre 196 États, qui est forcément difficile et lente, et qui donne le sentiment qu'elle n'avance pas beaucoup, et ce n'est pas qu'une impression. Et en même temps, comment on va articuler cette négociation avec les milliers d'initiatives issues du monde économique, du monde de l'entreprise, issues du monde des collectivités locales qui sont très engagées aussi. Les régions, les villes s'organisent, les territoires, pour aussi proposer et promouvoir leurs solutions. Le secteur associatif, bien sûr, très largement, mais dans les groupes d'acteurs non étatiques, l'agriculture, le monde agricole figure en tant que tel. Il fait partie, le monde agricole, de ces 9 groupes majeurs, comme on les appelle dans le jargon onusien, qui sont partie prenante des grandes initiatives liées aux négociations sur les conventions internationales sur l'environnement et le climat en particulier. Alors je terminerai là-dessus, comment la France se prépare à ce grand rendez-vous ? Bien entendu, très tôt, nous avons mis un dispositif en place dès que, d'une part, le président de la République a proposé que la France soit le pays hôte de la conférence de 2015, et ensuite que cette candidature a été retenue. Nous avons été désignés officiellement comme pays hôte. En fait,
nous le savions avant, mais à la conférence de Varsovie qui a eu lieu en décembre dernier. Donc, même en amont de la conférence de Varsovie, nous nous sommes mis en ordre, nous sommes organisés. Donc, c'est Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, qui présidera la COP, avec évidemment en étroite association et concertation avec Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de l'Énergie, qui, elle, a tout le champ aussi de l'Union européenne, hein, puisqu'elle siège au Conseil européen des ministres de l'Énergie et de l'Environnement. Soit dit en passant, c'est l'Union européenne qui négocie dans le cadre de la négociation climatique, ce n'est pas la France. Hein. Donc l'Union européenne doit d'abord se mettre d'accord en son sein avec ses 28 États membres pour porter une position. C'est ce qu'elle a fait en octobre dernier, hein, je vous ai cité un des objectifs. Mais dans le cadre de la négociation climatique, par exemple à Lima, comme partout, c'est le porte-parole de l'Union européenne hein, qui porte nos positions, et non pas la France toute seule qui, avec ses 27 partenaires européens, défend ses propres positions. Et la France, une fois que l'Union européenne a arrêté sa position, après concertation et débat et compromis entre tous ses États membres, n'est pas habilitée à défendre sa propre position. Hein. Donc ça nous rend les choses un peu délicates, c'est-à-dire que la France a plusieurs rôles en 2015. Elle est à la fois membre de l'Union européenne, donc elle a apporté aussi sa contribution au compromis européen, mais en même temps ce n'est pas sa position à elle qu'elle va défendre dans, même si évidemment ça tombe bien, la position européenne colle beaucoup à ce que nous souhaitions, donc on est plutôt content de cela, mais ce n'est pas la France, elle, qui va défendre sa propre position. Elle sera présidente de la Convention internationale sur le climat, mais elle ne le sera qu'à partir du premier jour de la COP 21, et pas avant. Et pour l'instant, c'est le Pérou qui, depuis la conférence de Lima la semaine dernière, préside la Convention internationale sur le climat jusqu'à la COP 21. Donc, nous avons institué une coopération extrêmement étroite avec les autorités péruviennes sur cette question de la négociation climatique. D'ailleurs, au Pérou, à Lima, la question de l'alimentation de l'agriculture était très présente, et notamment à travers la montagne, hein, l'agriculture de montagne, puisque le Pérou a cette spécificité d'avoir une bonne partie de la cordillère des Andes sur son territoire, mais beaucoup de forêts également, et beaucoup de communautés locales indigènes, avec des problématiques particulières. Et puis cette grande ville de Lima, 11 millions d'habitants, hein, là aussi, qui doit se nourrir. Donc le Pérou a développé toutes sortes de problématiques. Nous avons une excellente coopération avec les autorités péruviennes, aussi bien avec le ministre en charge que de président, puisque le président de la République, François Hollande, se rendra aussi au Pérou prochainement et discutera avec le président Humala de ces sujets. Et nous avons déjà reçu l'an passé le président Humala en France du Pérou, notamment sur cet aspect du climat et de l'impact du changement climatique. Donc la France sera à la fois un pays hôte, je dirais presque au sens hôtelier du terme, hein, donc c'est à elle que revient l'organisation et l'accueil de toutes ces délégations étrangères et de tous ces milliers de gens qui seront présents. On attend autour de entre 25 et 35 000 personnes hein, pendant 15 jours à Paris l'an prochain. Donc c'est un événement majeur. Ce n'est pas un sommet international qui dure une journée et demie au sommet et tout le monde s'en va. Non, ce sera un grand moment. Et nous voulons faire de cette conférence internationale aussi un grand moment pour valoriser les savoir-faire de notre pays en la matière. Nous avons d'excellents scientifiques, nous avons une excellente recherche et développement sur tous ces sujets, y compris et notamment en matière agricole. Il y aura au mois de mars prochain à Montpellier une grande conférence internationale Climate Smart Agriculture qui rassemblera des scientifiques du monde entier sur le sujet, mais qui aussi sera ouverte, hein, pas seulement aux scientifiques de l'agriculture, mais aussi à tous ceux que ça intéresse en général. Il y aura beaucoup d'événements là aussi connexes et parallèles. Donc la France veut faire de cette conférence sur le climat
pas seulement un succès pour la négociation internationale, bien sûr que nous y contribuons et nous y contribuerons le plus possible en utilisant toute la force de notre réseau diplomatique et notre capacité qui sont grandes, mais on veut aussi faire en sorte que notre économie, notre société en général, notre économie, comme vous le savez, qui connaît un certain nombre de difficultés aujourd'hui, saisisse aussi cette occasion pour rebondir dans toutes sortes de secteurs d'activité, y compris dans le secteur agricole, pour innover, pour valoriser les initiatives, mieux les soutenir, mieux les accompagner, pour vraiment ancrer aussi notre pays et ses secteurs d'activité et sa société dans le XXIe siècle, dans ses enjeux, et ouvert aussi sur le monde et toutes les problématiques que nous avons à gérer. On est aujourd'hui dans un monde mondialisé, globalisé, on peut le déplorer, le regretter, vouloir revenir en arrière, mais c'est la situation. Mais cette situation, nous ne devons pas la vivre comme en situation de repli, comme si le ciel nous tombait sur la tête de partout, mais au contraire, hein, comme une façon d'utiliser nos savoir-faire et nos atouts qui sont grands pour faire face, hein, à ces enjeux du monde d'aujourd'hui et qui nous touchent, nous, évidemment, particulièrement. Avec aussi, puisqu'on parle de terre éthique, avec aussi cette préoccupation de la solidarité, hein, de l'équité mondiale. Il y a des inégalités de développement énormes dans le monde d'aujourd'hui, même si bon nombre de populations ont, et c'est heureux, eu accès récemment à un minimum de bien-être, à un niveau de vie supérieur. Il y a des classes moyennes, comme on dit, qui émergent partout dans le monde, mais il reste des écarts énormes entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches, et au sein de ces mêmes pays, entre les mieux lotis et les plus mal lotis. Donc cette question, et je reviens à mon point de départ, cette question de la façon dont on va pouvoir construire un modèle de développement aussi plus partagé, plus équitable, et permettre enfin aux pays les plus démunis, mais aussi les plus impactés par le changement climatique, de pouvoir accéder à un minimum enfin pas un minimum, mais au développement, à la prospérité pour l'ensemble de leur population, c'est un enjeu majeur. Et c'est pas de la charité, c'est pas de la philanthropie, c'est pas de l'humanitaire, c'est un enjeu crucial pour nous aussi, globalement. Hein, c'est pas simplement parce qu'on est généreux et charitable, mais c'est parce que c'est aussi pour la pérennité de nos propres activités un enjeu majeur. Si on ne réduit pas ces écarts, nous n'arriverons pas non plus à avancer dans la direction que nous souhaitons. Merci. Bien, merci Madame Aubert. Bien, sans plus attendre, je demande à Stéphane de faire le lien un peu plus précisément encore à l'agriculture, malgré que vous ayez déjà parlé. Puis ensuite, nous échangerons entre nous jusqu'à 10 heures. Voilà, c'est bon là? Oui, donc bonjour à tous. Donc Luc l'a demandé, je vais me concentrer plus sur les aspects agricoles de cette négociation, en reprenant, et bon, c'est plutôt rassurant pour vous bien sûr, beaucoup des fils conducteurs qui ont été indiqués par Marie-Hélène, mais en me fixant comme objectif dans le temps dont on dispose de vous donner les quelques grandes, je dirais, idées qui structurent notre approche politique pour ce qui concerne l'agriculture dans cette négociation, et puis notre vision aussi de l'état de la négociation pour ce qui concerne l'agriculture. Alors, première grande idée, je pense, et la principale qui nous guide dans cette affaire, et qui d'ailleurs a un lien direct avec l'objet même qui nous réunit ici, c'est qu'il est très important, nous, dans notre vision des choses, quand je dis nous, le gouvernement français, que la question climatique ne soit pas séparée de la question de la sécurité alimentaire. C'est vraiment, je pense, le fil conducteur principal qui nous guide. Alors évidemment, surtout dans une assemblée comme celle-ci, ça peut paraître assez naturel, ce lien. Néanmoins, le processus même de ce type de grande négociation internationale fait peser un risque réel que, à travers la discussion des ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre, on oublie les autres dimensions qui leur sont liées,
Et ce risque, il est d'autant plus, je dirais, crédible que, comme l'a rappelé Marie-Hélène, il n'y a pas actuellement dans la négociation de volet agricole spécifique. L'agriculture est très présente, à divers titres, Marie-Hélène a bien rappelé, mais il n'y a pas un volet, une enceinte de négociation qui traiterait de l'agriculture de façon séparée, et donc l'agriculture est d'une façon ou d'une autre, qui justement n'est pas du tout déterminée, c'est bien un des problèmes sur lesquels je reviendrai, est partie prenante, notamment par rapport aux ambitions, ou au manque d'ambition d'ailleurs, qui lui seront fixées à l'issue de la négociation, mais elle n'est pas prise en compte à titre spécifique. Et évidemment, le risque par rapport à cette question de la sécurité alimentaire que j'évoquais, c'est qu'on arrive, alors soit de façon délibérée, ça peut être l'intention de certains des acteurs de la négociation, soit de façon, je dirais, accidentelle, entre guillemets, mais à associer rapidement l'objectif d'une réduction des gaz à des émissions de gaz à une réduction de la production agricole, ce qui serait évidemment antinomique avec par ailleurs les grands objectifs qui ont été fixés en matière de lutte contre la faim, et puis compte tenu de tout ce qu'on sait déjà maintenant qui est parfaitement connu sur les évolutions démographiques et l'évolution donc des besoins en termes de sécurité alimentaire dans les décennies qui viennent. Et donc, par rapport à ce véritable enjeu, il est important pour nous de plaider que l'objectif ne doit pas être de produire moins, pour finir, mais de produire plus et mieux, comme on dit. Donc c'est une expression qui est déjà bien installée, mais c'est vraiment, elle résume bien, je pense, l'esprit dans lequel on aborde cette discussion. Et donc ça nous amène de façon aussi pratique à essayer de raisonner dans cette négociation plus en termes d'efficacité des systèmes de production agricole, au regard à la fois d'ailleurs du climat et de la production alimentaire, parce qu'en plus les deux pour le coup ne sont pas antinomiques. Et dans cette assemblée, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus experts que moi encore pour illustrer cela. Mais donc on est plus dans cette optique d'efficacité des systèmes, et donc quelque part aussi sur des logiques comme celle d'agriculture écologiquement intensive ou d'intensification intelligente, enfin les démarches qu'a rappelé également Marie-Hélène, mais qui implique du coup une vision un peu systémique de la discussion, qui ne va pas de soi, qui est assez relativement aisée dans des discussions, je dirais, générales sur le climat à mentionner et à suivre, et plus difficile dans le concret de ce type de négociation. Et donc qui implique une grande vigilance. Dans le même ordre d'idée, un des éléments aussi de la spécificité de l'agriculture qu'on essaie de prendre en compte, qui rejoint le précédent sur la sécurité alimentaire, c'est le fait que quand on parle de lutte contre le changement climatique dans le domaine agricole, et d'ailleurs ça vaut aussi pour la forêt, on parle d'écosystèmes vivants. Et donc, il faut se garder de la tentation qui peut être celle de fixer, d'avoir une approche mécanique de la réduction des gaz à effet de serre. On parle de systèmes vivants avec donc des effets systémiques très très importants, et donc c'est pas à l'Assemblée qui est devant moi que je l'apprends, mais donc je le souligne parce que c'est un élément essentiel qui fait qu'il y a à la fois un enjeu important et une difficulté dans cette négociation. Alors l'avantage aussi d'avoir cette approche systémique pour nous, c'est qu'elle renvoie au-delà du climat à une approche plus globale en termes de développement durable de ces questions-là, et donc encore une fois une approche systémique qui intègre certes la dimension environnementale, on est au cœur du sujet, mais aussi sa dimension économique, sa dimension sociale, avec une approche donc, des questions agricoles qui soit une approche globale de ces questions-là. Donc ça, je dirais, c'est le premier axe, le fil conducteur majeur de notre approche, de l'approche française en la matière, qu'on a essayé de faire partager, et j'y reviendrai tout à l'heure, par nos partenaires de l'Union européenne. Le deuxième fil conducteur, c'est d'essayer je pense qu'on y est parvenu pour l'instant, Marie-Hélène l'a encore l'a rappelé, à ne pas partir avec une attitude défensive sur les questions agricoles. Le risque existe, surtout
dans un contexte de conjoncture difficile, de percevoir une discussion, une négociation comme celle-ci sur le climat comme une contrainte de plus sur une agriculture déjà soumise à énormément de contraintes, notamment dans le domaine environnemental. L'ambition qu'on essaye d'avoir, c'est de renverser cette vision-là et de concevoir cette négociation sur le climat comme au contraire une opportunité. Et en tout cas de faire en sorte que l'agriculture dans cette négociation soit perçue d'abord comme une solution et pas comme un problème. Même si effectivement l'agriculture est source de pollution et donc ça ne servira à rien de le contester, mais il faut d'abord porter l'agriculture dans cette négociation comme une des solutions majeures du problème que l'on essaie de traiter. D'où cette idée, là encore évoquée par Marie-Hélène, d'un agenda des solutions que la France, avec le pays, essaye de porter dans cette discussion, avec l'objectif d'ailleurs en termes tactiques de réunir plus facilement des pays qui sinon seraient amenés à s'opposer frontalement. Il est plus facile de réunir des pays sur des solutions qui souvent d'ailleurs sont des solutions qui peuvent intéresser des pays avec des problématiques très différentes que de raisonner uniquement en termes je dirais, de confrontation traditionnelle dans ce type de négociation. Alors le potentiel d'atténuation de l'agriculture, il est très important. Une étude de l'INRA l'évaluait à 30 millions de tonnes équivalent carbone par an jusqu'à 2030 sur un volume de 102 millions, je ne me trompe pas aujourd'hui, d'émissions évaluées de l'agriculture pour la France. Donc c'est une part importante de ce que représentent aujourd'hui les émissions d'agriculture, qui aurait vocation dans des scénarios crédibles à être réduits. Les leviers pour le faire sont nombreux et la politique d'agroécologie que porte le ministre depuis qu'il est arrivé, je dirais, synthétise une grande partie de ces leviers qui sont intéressants pour le changement climatique notamment. Alors, l'un de ceux-ci, c'est l'augmentation de la capacité de stockage du carbone dans les terres, ce qui nous renvoie à toute la question je dirais, aux techniques de semi-direct, les fameuses déclarations du ministre sur nécessité de faire travailler les vers de terre pour nous, mais ça renvoie à toutes ces questions-là agronomiques, une approche nouvelle des questions d'agronomie, l'agroforesterie, le rôle des haies, toujours là dans la dimension stockage du carbone dans les terres. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs, dans le cadre de la réforme de la PAC, à intégrer cette dimension infrastructure écologique, stockage de carbone dans la PAC elle-même, dans le système des aides directes, à travers c'était un des volets du verdissement de la PAC qui a été négocié et que la France a fortement poussé dans la réforme. Une autre dimension, c'est la gestion de l'azote, avec tout ce qui est fertilisation raisonnée, rôle des légumineuses, gestion de l'azote totale. Donc sur les légumineuses, c'est le plan protéines que le ministre a présenté avant-hier et qui est en fait une déclinaison d'une capacité de couplage sur des cultures de riches en protéines qui a été obtenue dans le cadre là encore de la réforme de la PAC. Sur l'azote total, c'est l'expérience qui est menée aujourd'hui en Bretagne et fortement poussée par le ministre, une approche globale d'azote minéral et d'azote organique, là encore destinée aussi à diminuer, mais de façon économiquement soutenable et intelligente, les émissions. Enfin, il y a la réduction des émissions de méthane, et donc là c'est le gros enjeu de la méthanisation pour l'élevage. Il y a aussi toute la capacité qu'il faut qu'on développe de réduire les deux sources de déstockage aujourd'hui majeures, déstockage de gaz qui sont le retournement des prairies et l'artificialisation des terres, donc qui sont des phénomènes très lourds, difficiles à dévier, mais sur lesquels donc, une action résolue est en train d'être menée. Donc sur le retournement des prairies, c'est à la fois par des mesures incitatives, là encore dans le cadre des mesures environnementales, et des mesures plus coercitives à travers la conditionnalité et le verdissement.
sur l'artificialisation des terres, c'est les outils renforcés qui ont été donnés dans la loi d'avenir au niveau local de s'opposer à l'artificialisation abusive. Donc voilà deux autres axes importants de lutte contre le changement climatique qui ont vocation à faire partie d'un agenda des solutions. Il y a aussi toute la dimension gaspillage. On oublie souvent, alors soit gaspillage à la production, dans les pays en développement, soit gaspillage à la consommation, qu'on évalue à 30% dans nos pays développés, qui est une source également importante en pratique de solutions. Et puis je finirai par tout ce qui est biomatériaux, biocarburants de seconde ou troisième génération, chimie du végétal, sur lequel également énormément de solutions qui, là encore, comme toutes celles que je viens d'évoquer, ont pour trait commun à la fois d'avoir un effet réel sur sur le changement climatique, sur les émissions de gaz à effet de serre, mais également un tas d'autres effets positifs, que ce soit en termes d'économie, d'autres effets environnementaux et d'autonomie des exploitations, donc de capacité globale d'avoir une approche en termes de développement durable de notre agriculture, que ce soit dans les pays en développement ou dans nos propres pays développés, et en France en particulier. Et comme je l'ai illustré là rapidement en passant, il est important que ces objectifs et ces leviers ils soient mis en œuvre dès maintenant, ne serait-ce que parce qu'il y a un aspect aussi important dans la discussion internationale qu'on a, de capacité à démontrer que des solutions existent déjà et fonctionnent déjà. Alors, justement, cet échange sur les solutions, on essaie de le développer, Marie-Hélène l'a évoqué aussi, en passant dans différentes directions, et la France essaie d'être très moteur dans ce domaine. Alors, une première direction, c'est d'abord la FAO. De ce point de vue-là, donc la France a lancé en octobre dernier, a tenu un grand colloque à la FAO sur l'agroécologie, en collaboration avec un certain nombre d'autres États membres, d'États membres de la FAO. Le succès a été, alors je n'oserais pas dire inattendu, parce que ce serait un petit peu dépréciatif, mais en tout cas, succès très, très, très important et rassurant du coup sur notre capacité à créer un mouvement d'entraînement. Il se poursuivra par des ateliers régionaux. Il y en a qui sont prévus au Brésil, au Japon, en Afrique, sur ces questions d'agroécologie. Donc là, il y a une dynamique qu'on va essayer d'entretenir, qui est importante et qui donc peut nourrir aussi par contre-coup la capacité des États à se rejoindre dans le cadre de la négociation sur des pistes communes. Et puis une deuxième piste a été aussi évoquée déjà, c'est l'Alliance pour une agriculture climato-intelligente. En anglais, donc l'acronyme c'est Climate Smart Agriculture, Alliance for Climate Smart Agriculture, qui est un groupe d'États membres qui n'a pas d'existence institutionnelle en tant que telle de la négociation, mais qui est un forum important d'échange et d'influence pour faire avancer la discussion, dans laquelle la France est partie prenante, aux côtés des États-Unis par exemple, ou de la Nouvelle-Zélande. Il y a une grande conférence, donc, ça a été évoqué aussi, une grande conférence scientifique qui est prévue en mars à Montpellier sur le thème de l'agriculture climato-intelligente. Il est important pour nous que cette conférence scientifique de mars à Montpellier soit l'occasion encore de faire des percées conceptuelles, si c'est possible, et d'avancer dans la recherche de solutions. Mais donc tout ça pour dire que nous avons largement les moyens, et que c'est ce qu'on a commencé à faire, à avoir une approche offensive, comme on dit, sur les questions agricoles dans cette négociation. Alors, troisième élément troisième ligne politique que je souhaiterais évoquer. Donc la première, c'était la question de la sécurité alimentaire, et la deuxième, celle de l'agenda des solutions. La troisième, c'est sur l'adaptation. Ça a été dit aussi par Marie-Hélène. C'est un thème qui est un peu spontanément négligé dans la discussion, mais qui est vital. Alors il l'est d'ailleurs pour les pays d'Afrique notamment, pour qui l'aspect adaptation est un aspect crucial, et même l'aspect le plus important. Mais il ne faudrait pas sous-estimer l'importance, comme ça a été dit, de l'adaptation aussi pour les pays comme le nôtre. Les premiers effets du changement climatique se font déjà ressentir sur notre agriculture. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur une question aussi sensible que celle de la gestion de l'eau, on voit bien qu'on est déjà pleinement dans une
nouvelles où il faut qu'on trouve des solutions innovantes, mais qui là encore s'inscrivent dans la vision systémique que j'évoquais au début, c'est-à-dire la capacité effectivement à gérer une ressource rare, mais en pensant aussi sécurité alimentaire et équilibre économique et sociaux qui vont avec, et donc des solutions qui soient politiquement réalistes. Ça m'amène à dire d'ailleurs qu'il y a à cet égard un gros besoin de travail scientifique pour, améliorer notre connaissance, à la fois d'ailleurs des mécanismes d'interaction extrêmement complexes qui sont derrière ces questions-là et sur lesquels nous manquons parfois de données pour prendre des décisions un peu plus informées. Et puis il y a aussi un gros besoin d'échange d'expériences entre ce qui se fait, entre toutes les expériences qui se font, et elles sont nombreuses, qui se font dans le monde sur ces questions-là. Et d'où l'importance, je reviens là, dans cette négociation de ne pas avoir uniquement une approche en termes de confrontation, mais aussi de coopération. C'est d'ailleurs ce qui rend cette négociation particulièrement nouvelle dans, et comme ça avait été souligné par Marie-Hélène, dans par rapport aux grandes négociations internationales traditionnelles qu'on peut avoir dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine commercial ou d'autres domaines, où l'aspect coopération, il est pleinement partie de la négociation. Et donc, bien sûr, il y a des intérêts, je vais y venir tout de suite, qui sont divergents, mais on a aussi un intérêt commun qui, lui, est au cœur de la discussion, et ça, c'est un élément très particulier et un peu unique de cette négociation. Alors, pour en venir maintenant à la négociation proprement dite, à la façon dont elle se passe pour nous, il est important de... Marie-Hélène l'a rappelé, mais il faudra insister là-dessus, sur le fait qu'on s'inscrit dans un cadre européen. On s'inscrit dans un cadre européen d'abord parce que c'est l'Union européenne qui négocie pour les États membres, ce n'est pas la France qui négocie. Et puis deuxièmement, parce qu'on est aussi, indépendamment de ce qui se passe à la COP21 à l'ONU, dans un processus communautaire de création de droits positifs qui va nous tomber dessus. Alors, il y a déjà un cadre énergie-climat qui existe. Ce cadre énergie-climat est en cours de révision pour tenir compte évidemment des évolutions du cadre international. Le Conseil européen d'octobre dernier s'est mis d'accord au niveau des chefs d'État et de gouvernement sur des grands principes qui guideront la construction de ce nouveau cadre énergie-climat qui va être construit dans les années qui viennent avec l'horizon 2030. Et évidemment, comme on est dans le cadre communautaire, on est dans une mécanique, vous connaissez, qui va aboutir à du droit positif. Ça va déboucher sur une ou des directives avec des engagements contraignants. L'objectif de 40%, alors qui vaut pour la France, parce qu'en réalité, l'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux pour la COP21, mais en intracommunautaire, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre le principe a été acté qui serait différencié selon les États membres, mais pour la catégorie d'États membres auxquels appartient la France avec le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple, c'est a priori plutôt 40%. Donc c'est considérable et évidemment il y a un enjeu à ce que la spécificité agricole que j'évoquais tout à l'heure, notamment au titre de la sécurité alimentaire, soit bien prise en compte dans la façon dont cet objectif pourra être atteint. Pour l'instant, l'agriculture n'est pas identifiée en tant que telle dans le cadre européen. Elle est partie, vous savez, il a été défini en deux grands volets. Il y a le cadre, ce qu'on appelle ETS, qui est le système des émissions, des échanges de droits d'émissions, les droits carbone, qui lui concerne l'énergie. Et puis les autres secteurs, dont l'agriculture, mais aux côtés du logement par exemple ou des transports, sont dans un autre secteur qui est dit non-ETS, donc non marché des droits émissions, qui donc sera traité séparément. Et ça veut donc dire que l'agriculture, dans la façon dont va être construit le système européen, qui encore une fois va aboutir à des objectifs contraignants en droit positif pour les États membres, est construit aujourd'hui dans un système où l'agriculture est aux côtés d'autres secteurs. Et donc la façon dont les objectifs qui vont être déclinés vont s'appliquer matériellement à l'agriculture sont encore à définir. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il était important de faire prévaloir notre approche des choses, ce qui a été le cas au Conseil européen de octobre dernier, puisqu'on a réussi
dans le texte approuvé par les chefs d'État et de gouvernement à faire cranter le principe que l'agriculture était, à cause de la dimension sécurité alimentaire, un secteur à traiter spécifiquement. Et de même, on a reconnu le potentiel plus faible d'atténuation de l'agriculture lié à son caractère, à son lien avec le vivant, même si l'expression lien avec le vivant ne fait pas partie du texte, mais le potentiel plus faible a été reconnu. Mais cela dit, donc, il faut rester vigilant, puisque évidemment, il va être compliqué maintenant de décliner les objectifs très ambitieux qu'on s'est fixés en interne. Sur la partie COP21 proprement dite maintenant, et je finirai là-dessus, c'est donc à l'aune aussi des objectifs très ambitieux qu'on s'est fixés au niveau communautaire qu'il faut apprécier la façon dont on s'insère dans cette négociation internationale, puisque du coup, à côté des grands enjeux systémiques que j'ai évoqués, on a aussi deux enjeux, je dirais, plus égoïstes, entre guillemets, à défendre dans cette discussion, qu'on peut résumer autour de la question des fuites de carbone et de la transparence. Alors, sur les fuites de carbone, ce qu'il y a derrière, c'est toute la question de l'équilibre des concessions entre ce que feront les pays émergents et ce que feront les pays développés, notamment l'Union européenne, avec derrière la question de la différenciation dont demandent à bénéficier les pays émergents, qui considèrent qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient qu'on leur fixe le même niveau d'ambition que les pays développés. Cela dit, c'est vrai que quand on parle d'agriculture, les grands pays agricoles aujourd'hui, concurrents aussi de l'Union européenne, sont pour beaucoup des pays émergents, je pense notamment au Brésil. Et donc il y a un véritable enjeu aussi en termes de viabilité de l'économie agricole européenne à avoir des engagements dans le cadre de la COP qui soient compatibles avec ce qu'est la réalité de l'agriculture mondiale aujourd'hui, y compris en termes de concurrence. Et puis il y a évidemment une question d'équité. Donc ça, c'est une première question difficile. Et puis sur la question de la transparence, évidemment, la difficulté, c'est, au-delà des bonnes intentions, d'avoir une vision très claire de ce que sont les vrais engagements pris par les États membres, par les États dans le cadre de la COP, de façon à éviter une trop grosse disproportion entre les engagements et les contributions que mettront sur la table les différents États. Et donc la lisibilité de ces offres est extrêmement importante. Et donc c'est une partie en soi de la négociation. De même que l'autre question qui peut paraître très technique, et notamment du point de vue médiatique, pour laquelle il est très difficile de donner une visibilité, mais qui est essentielle en termes de résultats pratiques de la COP, qui est la question de la comptabilisation que ce soit des émissions d'ailleurs ou du potentiel d'atténuation. Derrière, c'est des questions extrêmement techniques qui renvoient d'ailleurs, en passant, au manque parfois de données scientifiques que j'évoquais, mais qui font que selon qu'on comptabilise d'une façon ou d'une autre, et on le voit déjà avec Kyoto, il y a un gros enjeu en termes à la fois d'équité dans les différentes contributions, mais aussi de capacité à être efficace en termes de réduction du changement climatique. Et par exemple, la question de la capacité à avoir une approche globale entre réduction des émissions, réduction des émissions et stockage du carbone, c'est-à-dire non-émission, cette capacité à avoir une approche globale est absolument essentielle quand on parle d'une question comme l'élevage, par exemple, puisque selon qu'on les comptabilise de façon globale et cohérente, articulée ou pas, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, on peut avoir pour effet d'avoir un impact extrêmement violent et nocif sur l'élevage à l'herbe, par exemple, dans un cas, et au contraire, pas dans l'autre. Donc on parle de choses qui sont à la fois très techniques, mais avec derrière des enjeux politiques énormes. Et comme en plus c'est médiatiquement très difficile à faire passer ce genre de choses, les discussions sont du coup à la fois très complexes, mais très sensibles. Alors de ce point de vue, par rapport à ces clés de lecture, que peut-on dire de Lima? Alors, comme souvent, il y a à la fois du positif et du négatif. Je dirais dans le négatif, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'à l'issue de Lima, dont je rappelle que l'enjeu principal était de définir la question des contributions que feront les États dans la négociation. Donc l'essentiel des discussions, une grande partie des discussions portait sur comment vont être faites les contributions, les questions de méthodologie, justement ces questions de présentation des offres, de délais, etc. On n'a pas réussi à obtenir l'obligation, par exemple, d'isoler l'effet LULUCF, donc c'est tout ce qui est le secteur des terres et des forêts. On n'a pas réussi à obtenir qu'il soit isolé
dans la présentation des contributions, ce qui veut dire qu'il va être difficile à priori, ils ne le font pas spontanément, de lire quelle est la contribution agricole des différents États, ce qui est quand même un sujet. De même, il n'y a pas d'obligation, comme on le demandait, d'inclure les émissions de gaz à effet de serre significatifs dans les contributions. Ce qui veut dire que les États seront relativement libres de définir ce qu'ils considèrent comme les émissions de gaz justifiant de faire partie de leur contribution. Donc là encore, en termes de lisibilité, ce n'est pas évident. Bon, à l'inverse, dans les éléments positifs, l'IMA a débouché sur une obligation de fixer un objectif d'atténuation, ce qui va quand même dans le bon sens dans la question ultra-sensible de l'équilibre des concessions, notamment entre pays développés et pays émergents. Il a également fixé des délais, alors on verra comment ils sont gérés, mais par exemple pour tous ceux qui peuvent, l'objectif de mars 2015 a été fixé pour les contributions, ce qui est important pour nous permettre de préparer, y compris en tant que présidence d'ailleurs, tout en passant, la COP 21. De même, il y a l'inclusion dans les obligations d'information sur la méthode, donc ça encore c'est important par rapport à ce que je disais. Mais voilà, donc en tout cas il reste un gros travail à faire, on est un peu au milieu du gué. Des ateliers sont prévus dans l'année 2015, notamment sur le secteur des terres et sur les gaz non gaz carboniques, donc ce sera important particulièrement pour l'élevage. Et puis pour nous, comme je l'ai dit, il va falloir monter des alliances d'ici là, et donc les directions que j'ai évoquées tout à l'heure pour se créer des alliés dans la discussion vont être très importantes pour gérer de façon non conflictuelle, cible la discussion d'ici le mois de décembre. Bien, merci Stéphane, merci Marie-Hélène de cette présentation complémentaire, vraiment complémentaire. C'est là qu'on voit le lien entre les deux, mais aussi assez ouverte par rapport au travail qui nous reste à faire, enfin qui vous reste à faire à vous, mais qui nous reste à faire aussi. Et puis bon, je le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette salle, il y a quand même beaucoup de personnes qui, soit par leur connaissance, leur expérience ou leur adhésion dans différentes associations seront présentes. Et nous, on est prêts, je le redis encore une fois, à être partenaires. Alors, on vous donne la parole, on a un petit quart d'heure. Donc, vous donnez votre nom, d'où vous venez rapidement, sans dire où vous allez, parce qu'on verra ça la prochaine fois. Et on va prendre plusieurs questions et on répondra directement, parce qu'on n'aura pas le temps. Oui ? Gilles Cressman, vous avez tout à l'heure, Madame Aubert, insisté sur le fait que ce qui était nouveau, c'était qu'au-delà de ce que j'appellerais les mesures de prévention, il y a des mesures d'adaptation à prendre dans les pays en voie de développement. Et vous-même, vous avez dit qu'il y avait des solutions à mettre en pratique dans notre propre pays. Dans les solutions d'adaptation, vous avez parlé de la prévention de l'eau, la gestion de l'eau, ce qui me semble important, mais il va y avoir du monde à convaincre. Vous avez parlé également de nouvelles pratiques agricoles. Je mets ça sous le sceau d'agroécologie, mais vous n'avez pas du tout évoqué le rôle de la génétique animale et végétale dans le cadre de l'adaptation de l'agriculture à ces nouvelles contraintes. Est-ce que vous ne pensez pas que la génétique aussi, animale et végétale, peut avoir un rôle important? Merci Gilles. On répondra globalement, parce qu'autrement, on ne respectera pas l'horaire autrement. Oui, voilà. Le micro est ici, là. Voilà. Catherine Rognier-Roger, Académie d'agriculture. Alors, je voudrais rebondir un peu sur la question de mon confrère Gilles Cressman. Dans l'agenda des solutions, j'ai été étonnée. Alors, hier, nous avions eu à l'Académie une séance très animée et très riche sur le machinisme agricole, la robotisation, les nouvelles technologies de précision. Et puis, nous avions eu le matin un exposé sur la plateforme Initiative Biotechnologie Végétale. Or, dans l'agenda des solutions, vous n'avez absolument pas parlé de cet apport des nouvelles technologies. Hier, nous avons souligné que, justement, ces nouvelles techniques la France était en pointe, notamment sur tout ce qui était GPS, etc. Et sur, justement, aussi ces apports des biotechnologies, et notamment, donc vous le savez, ce qui fait problème ici, notamment, ce sont les plantes génétiquement modifiées qui peuvent apporter une solution au réchauffement climatique par l'adaptation à la sécheresse. Merci. Troisième question, quatrième question, et on donnera la réponse. Oui, merci. Sylvain Mahé, ministère de la Recherche. Je voulais remercier les deux intervenants pour leur mise au point à un instant T qui était très intéressant. Mais
Mais la question, c'est changement climatique, quelles répercussions sur l'alimentation de l'humanité? J'ai l'impression qu'on a énormément parlé changement climatique, et sur l'aspect alimentation de l'humanité, on a les différents scénarios par rapport à l'augmentation démographique, où on a une augmentation très importante de la production alimentaire à faire, principalement sur des rendements, alors rendements sur mobilisation de terres, etc. Et on peut avoir un cercle vertueux, si on a toutes les nouvelles technologies dont on a évoqué les choses, on peut avoir un cercle pas du tout vertueux si on reste sur des schémas actuels. Et du coup, je m'attendais un petit peu à des scénarios moyens, bas et hauts, au niveau mondial, parce que c'est une problématique mondiale avec un focus peut-être Europe et France. Et là, excusez mon mauvais jeu de mots, mais je suis resté vraiment sur ma faim. Oui. Donc, Éric Thiron, président de la commission environnement de la FNSEA. Moi, j'avais une question à vous poser sur l'aspect technique des choses, comptabilisation, parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose depuis des années, sur la comptabilisation des gaz à effet de serre. Je trouve qu'il y a un problème qui rend un peu vicieux les choses, le fait que la production agricole, si on prend par exemple la production, la fabrication de grains, compte pour zéro dans la participation de gaz à effet de serre sous prétexte que c'est consommé par l'homme. Et donc par conséquent, ça s'annule. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule façon de capter le gaz à effet de serre, de transformer en carbone et en oxygène, c'est quand même la photosynthèse, donc l'agriculture et la forêt, c'est le seul moyen. Et tout ce que l'on va fixer dans le grain, c'est compté pour zéro. Or, si on comprend que dans le Sahara, il n'y a pas de consommation tellement humaine, il n'y a pas non plus d'agriculture importante dans le Sahara, donc les choses s'équilibrent. Sauf que quand on compare des mégalopoles ou des pays où il y a des surpopulations importantes, en Chine, en Inde, dans des zones comme ça, par rapport à des zones comme la France, on s'aperçoit qu'en fait, nous, on capte énormément de choses dans le grain qui ensuite est consommée dans des mégalopoles. Or, la mégalopole, elle compte pour zéro, et tout le travail de captation qu'on fait dans notre métier d'agriculture compte pour zéro aussi. Je pense que ça serait bien qu'on arrive à changer la méthode de calcul et qu'on ne comptabilise pas uniquement les forêts amazoniennes qui sont importantes, mais pour nourrir tout le monde et pour pas déforester, il faut qu'on arrive à produire. Cet aspect production me semble important. Merci Eric. Alors, j'ai 3 questions. Vous faites rapidement pour qu'on puisse répondre. Autrement, il n'y aura pas de réponse, même si les séances futures nous permettront d'aborder ces sujets. Oui ? Merci François Gattel, France Export Céréales, association pour la promotion des céréales à l'international, des céréales françaises. Je voudrais rebondir sur l'intervention de monsieur du ministère de la Recherche. Moi aussi, je me pose des questions sur l'impact du changement climatique, des négociations sur l'alimentation. Alors très simplement, dans toutes ces négociations, il y a des objectifs, soit de réduction, soit d'atténuation. Est-ce qu'en même temps, il y a des objectifs de production et d'augmentation de la production qui sont pris en compte? Merci. 2 dames devant. Oui, bonjour, Julie Lannes, éthologue et spécialiste en communication éthique. Là, je reviens de Bornéo, où j'ai passé 3 mois dans la jungle, justement, sur des programmes de conservation, entouré par 5000 feux issus de la déforestation pour l'huile de palme. Donc je pense qu'il serait intéressant aussi dans ce que je ne vois jamais et ce que j'ai vu ici, à Bornéo, tout le monde porte des masques justement pour les feux, etc. Ce serait de comptabiliser l'aspect santé et des impacts sur la santé des méthodes agricoles, et notamment qu'elles soient à travers le feu ou à travers d'autres aspects comme cela. Et d'autre part, d'autres choses dont vous n'avez pas parlé, qui sont très importantes, je pense, au niveau des progrès pour le climat. C'est la tempête qui arrive. Ce sont les systèmes d'information géographique qui permettent aujourd'hui justement énormément de progrès. On a beaucoup travaillé là-dessus. J'étais dans des expositions, j'ai travaillé au Brésil et à Bornéo. Donc, Ouais. je m'arrête. Il faut éteindre le second. Vous passez là. Voilà. Là, il y a un ouragan qui arrive. Attendez.
Bien, merci. Alors, première réaction, vous avez pu voir le panel des gens qui sont dans la salle. Vous avez pu voir que ça ne vient pas d'une seule structure, mais c'est très, très divers, et c'est tant mieux. Vous n'aurez pas le temps d'aborder les sujets tout au fond, mais comme je l'ai dit en début de matinée, nous allons avoir d'autres petits déjeuners sur des aspects plus précis, et peut-être qu'à l'issue de nos 4 ou 5 petits déjeuners, il faudra vous faire revenir tous les deux pour vous dire ce que nous avons retiré, et c'était l'objet un peu de notre contribution, mais ça pourra se faire aussi de façon orale. Alors, vous essayez de répondre, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, comme vous le pouvez sur les différents sujets. Je vais commencer par la fin, Efiel. Concernant la santé est un sujet de plus en plus présent dans les débats. Et à Lima, il y a eu pas mal d'événements, enfin de side events, comme on dit, impliquant la santé et l'Organisation mondiale de la santé, et auquel d'ailleurs j'ai participé aussi personnellement. Donc l'OMS est très impliquée, et en France aussi, le parti du milieu médical, de santé, professions de santé et socio-santé, s'intéresse beaucoup à ce sujet, et je pense que nous allons développer cette question également à l'occasion de la COP21 et organiser cette année avec les organismes intéressés et compétents toutes sortes d'activités. Il y a aussi une dynamique en termes d'établissements de santé exemplaires, qui cherchent à faire en sorte que les hôpitaux, les établissements de santé, maisons de retraite, etc., soient beaucoup plus économes pour une meilleure qualité de vie aussi, plus les impacts que vous avez mentionnés de la canicule, des feux, des catastrophes naturelles aussi, qui impliquent des traumatismes physiques et moraux très importants. Enfin bref, il y a aussi le développement de maladies vectorielles par les moustiques qui migrent vers le nord, etc. Enfin, il y a un champ considérable sur lequel il faut travailler. J'ajoute que même si ce n'est pas tout à fait le même sujet, la question de la qualité de l'air est une question cruciale, et c'est celle qui fait bouger notamment la Chine. Bon nombre de villes chinoises ont un air devenu totalement irrespirable et avec un impact sur la santé énorme, et qui crée énormément de remous aussi dans la population qui ne supporte plus cette situation dramatique. Donc l'angle santé, si je puis dire, enfin, c'est quand même la base aussi de notre vie et de notre bien-être, prend aussi de plus en plus d'importance. Sur la question des biotechnologies végétales, bon, je ne vais pas refaire en 30 secondes un débat sur les OGM. Cela dit, les OGM, ce n'est pas le seul élément de la biotechnologie végétale. Il y a effectivement des champs considérables dans ce domaine, biotechnologie génétique, végétale ou animale, qu'il faut explorer, bien sûr. En revanche, et les OGM sont une partie de ça, et bien spécifique. Bon. Donc je ne veux pas rouvrir ce débat-là. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que la technologie, la science, c'est un aspect, bien sûr, des solutions. Mais je ne pense pas non plus qu'on va trouver des technologies miracles qui vont résoudre, comme par enchantement, le problème. C'est-à-dire que c'est un faisceau de solutions technologiques, scientifiques, mais aussi sociologiques, financières, économiques, qui vont permettre, selon les besoins et les spécificités des écosystèmes des régions où on se trouve, les solutions ne sont pas les mêmes dans des pays effectivement qui connaissent un problème d'eau très important que dans des zones humides, des zones chaudes, des zones froides, enfin tous les cas de figure. Une technologie, c'est plusieurs, très certainement, et combiner un ensemble d'autres types de solutions qui touchent aussi aux pratiques, au comportement, à l'évolution, à la structuration des villes et des campagnes, de l'espace rural, etc. Donc oui, moi je n'ai aucune réticence sur la recherche et la science en matière de biotechnologie végétale et même de génétique. Mais la question des OGM pose des questions spécifiques à résoudre qui ne sont pas encore résolues. Voilà.
Oui, moi je reprendrai ce que vient de dire Marie-Hélène. C'est-à-dire sur cette question de que ce soit la génétique ou les nouvelles technologies, on a évoqué aussi l'agriculture de précision, les biotechnologies. Je ne les ai pas évoquées, ce n'était pas une liste limitative, c'était pour donner une illustration d'un agenda des solutions qui évidemment peut être augmenté et puis argumenté, sachant que, comme l'a dit Marie-Hélène aussi, on est dans un faisceau de solutions, donc on n'est pas en train d'essayer d'imposer une solution ou une autre. Et l'adaptation à la situation locale, et quand je dis locale, c'est compris d'ailleurs de l'exploitation même, c'est pas juste local au sens de régional, c'est même au sens de chaque exploitation, c'est également un élément important de cette nouvelle approche. J'aurais pu évoquer d'autres aspects aussi que vous n'avez pas évoqués, par exemple la question de la restauration des sols, du traitement des sols même d'une manière plus générale, qui est une dimension fondamentale, je pense, de cette nouvelle approche. Voilà, des modes de production, donc il y en a bien d'autres, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Sur la question du calcul du captage du carbone, je n'ai pas d'avis technique sur la question, mais ce qui est sûr, comme je l'ai indiqué, c'est que cette question de l'intégration de la dimension de captage et de la façon dont on l'articule pratiquement, elle est essentielle, y compris en termes de capacité à générer un système qui soit intelligent derrière, du point de vue du climat, donc pas de problème, je dirais, sur le principe. Maintenant, après, je n'ai pas la réponse techniquement. Et puis, sur l'objectif d'augmentation de la production qui a été évoqué, on est dans une négociation climat, donc l'objectif, c'est pas d'augmenter la production. Par contre, comme je l'ai indiqué en intervention, c'est une dimension fondamentale de l'approche qu'on doit avoir dans le domaine agricole. Il faut qu'on soit capable de l'augmenter. Après, la question, c'est comment on peut augmenter la production et en même temps atteindre nos objectifs. Et c'est là où il y a un débat à la fois très complexe mais très riche à avoir sur la multiplicité des solutions possibles. Voilà, je dirais à la fois oui, mais la question se pose un peu différemment. Puis sur la fin. Bien, écoutez, merci. J'ai bien l'impression qu'on n'a pas terminé le débat. D'abord, je voudrais vous remercier vraiment de façon très, très, très forte de votre participation et de vos engagements. Ça mérite quand même un applaudissement dans cette salle. C'est pas tous les jours Voilà. Et comme je disais tout de suite, le débat n'est pas terminé. Je vous propose quand même deux choses à vous qui êtes ici. Nous allons vous envoyer un petit mot sur les vœux et vous dire un peu ce que l'on va faire en matière de CFM dans les mois qui viennent, avec les petits déjeuners complémentaires comme je l'ai évoqué tout de suite. On vous demandera à chacun votre contribution, c'est-à-dire vos questions, ce que vous retenez de cette journée ou d'autres suggestions. N'hésitez pas surtout à le faire, de même que si vous avez des noms ou des personnes que vous pensez qui pourraient s'intégrer dans le débat pour intervenir, je rappelle la règle. C'est des personnes de bonne volonté, 8h30, 10h, on essaie de respecter. C'est gratuit pour tous ceux qui participent, c'est gratuit aussi pour ceux qui interviennent, je tiens à le dire, puisqu'on peut trouver des personnes tout à fait intéressantes, mais on ne peut pas les payer, donc c'est clair. Soit ils choisissent de faire gratuit, soit ils ne viennent pas. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Aussitôt